Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur LCI. C'est parti pour le grand dossier. Voilà une question qui nous semblait inenvisageable jusque-là et qu'on va pourtant se poser ce soir. L'Iran peut-elle être plus fort que Donald Trump? Cette question, on est obligé de se la poser ce soir après ce coup de maître réussi par Téhéran. Téhéran qui est parvenu avec une frappe précise, minutieuse, à cibler une base américaine en Jordanie. Le bilan est très lourd. 2 soldats américains ont été tués. Un 3e est porté disparu. Plusieurs autres sont blessés. On va vous expliquer ce soir comment l'Iran, par sa technologie, a pu réussir à mener cette opération sur cette base américaine. On va vous expliquer aussi comment elle a peut-être bénéficié de relais puissants, le relais de la Russie et le relais de la Chine. Alors évidemment, Donald Trump n'a pas dit son dernier mot. Des renforts de F-16, de F-35 convergent vers la zone. 8e nuit de frappe américaine la nuit dernière et ces frappes pourraient s'amplifier. Jusqu'où ira cette guerre incontrôlable? C'est évidemment la grande question face à une Iran puissante, peut-être plus puissante qu'on ne l'avait pensé, puisque c'est une Iran qui est même capable, et on va vous raconter ça ce soir, d'aller recruter en Israël. Nous allons vous raconter en effet comment les rabbins israéliens sont désormais obligés de prêcher pour éviter l'enrôlement de jeunes israéliens par l'Iran. Ce sera l'histoire de la soirée. Mais d'abord, cette frappe donc iranienne qui a conduit à la mort de 2 soldats américains. C'est évidemment l'information qui change tout. Sonia Dridi, vous êtes la correspondante de TF1 LCI aux États-Unis. Sonia, comment réagit le président américain à ces 2 morts? Eh bien, c'est un Donald Trump furieux qui s'est exprimé hier soir lors d'une interview téléphonique au New York Post. Il s'est exprimé environ 1 heure après la dernière vague de frappes lancée par les États-Unis en réponse justement à la mort de ces 2 soldats notamment. Il a dit que c'était une honte cette frappe des Iraniens contre les soldats américains, mais il a continué de justifier la guerre en disant que ces soldats se battaient parce qu'ils ne voulaient pas que l'Iran se soit doté d'une arme nucléaire. Il a dit cela montre encore une fois à quel point les Iraniens sont mauvais. Alors suite à l'annonce de la mort des soldats, le Pentagone, comme vous l'avez dit, c'est une information du Wall Street Journal, a envoyé de nouveaux avions dans la région. On sait que notamment des F-16 sont partis d'une base en Allemagne, des F-35 d'une base en Grande-Bretagne. Et en effet, les États-Unis pourraient intensifier leurs opérations militaires puisque il y a quelques jours déjà à la Maison-Blanche, il y avait une réunion dans la salle de crise de la Maison-Blanche où plusieurs options ont été discutées. Il y avait notamment le secrétaire d'État ou encore le secrétaire à la Défense autour de Donald Trump, dont le bombardement de la montagne de la Pioche ou encore l'envoi de troupes pour s'emparer d'îles autour du détroit d'Ormuz. En tout cas, c'est un Donald Trump actuellement furieux, en colère, frustré. Les républicains, eux, rendent hommage à ces soldats et appellent aux prières, mais on sent côté démocrate, évidemment, il y a les prières, il y a aussi beaucoup de colère. Un élu démocrate a dit tout à l'heure, assez, c'est assez, il faut que cette guerre s'arrête. Merci infiniment, Sonia Dridi, pour toutes ces explications. Donald Trump, le chef de guerre, comme vous nous l'avez expliqué, mais un chef de guerre furieux, un chef de guerre sonné par la mort de 2 soldats américains. L'Iran peut-elle être plus fort que les États-Unis? C'est la question qu'on va se poser avec tous nos experts ce soir et on va essayer d'y voir plus clair avec le général Gilles Abray. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes ancien général inspecteur de l'armée de terre, enseignant à l'Institut catholique de Paris. Vincent Crouzet, à vos côtés, enseignant, expert en renseignement, écrivain, auteur du Jour où je suis devenu espion aux éditions de l'Observatoire. Marc Somo, bonsoir, merci d'être avec nous. Journaliste spécialisé dans les questions internationales, collaborateur au Monde et à Challenge, auteur de 100 questions sur la géopolitique. On aura bien besoin de vos lumières aux éditions Taillandier, et Claire Combier qui nous accompagne toujours, journaliste international TF1 LCI. Il y a donc un bilan très lourd. On n'a pas encore le visage de ces 2 soldats américains, on n'a pas encore leur nom, mais l'Amérique s'est réveillée aujourd'hui avec 2 de ces soldats morts, un 3e porté disparu. C'est évidemment un coup dur qui interroge sur la puissance de l'Iran, mais aussi sur la vulnérabilité des États-Unis. C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans ce grand dossier. Mais d'abord, les faits.
Que s'est-il réellement passé? Comment les Iraniens ont-ils réussi à attaquer cette base américaine? Eh bien, on va tout vous expliquer avec Marion Russell, que je vais aller rejoindre. Bonsoir Marion. Bonsoir. On a besoin de vos explications parce que cette frappe iranienne, elle a été très précise, très minutieuse et elle a été très préparée, visiblement. Oui, elle est peut-être aussi le symbole d'une nouvelle stratégie de la part des Iraniens. Pour bien comprendre, plaçons déjà sur une carte cette base aérienne américaine, cette base de Mouafaq Salti, qui est donc à l'est de la Jordanie, à une centaine de kilomètres à l'est d'Amman, la capitale. On a donc sur cette carte, on voit que ça peut rayonner, depuis cette base, on peut rayonner vers la Syrie, vers l'Irak et plus loin vers l'Iran. Et c'est une base qui est bien connue, qui existe. Il y a des images satellites, par exemple, de cette base qui sont accessibles sur Internet, que nous avons pu retrouver et qu'on peut vous montrer maintenant. C'est une base qui est connue, qui est majeure aussi pour la région. Mais ce que l'on apprend aussi ce matin, eh bien, c'est que cette base, elle n'a pas été prise pour cible seulement hier. Elle avait déjà été ciblée à plusieurs reprises, tout comme d'autres bases en Jordanie par justement eh bien, le régime iranien. Au total, il s'agirait de la 4e attaque en 5 jours contre des forces américaines en Jordanie. C'est ce que racontent plusieurs responsables américains au New York Times. Alors effectivement, il y a eu plusieurs attaques. Sur quelle période, sur quelle cible précisément ? Alors déjà, on parle de cette attaque du 17 juillet qui a causé la mort donc de 2 soldats américains. Et si on remonte un petit peu la frise chronologique, eh bien on se rend compte que quelques jours auparavant déjà, il y avait eu des attaques sur la base aérienne de King Faisal, sur des installations résidentielles, mais aussi sur des hélicoptères, par exemple américains, dans une base dans l'est de la Jordanie. Il n'a pas été précisé exactement laquelle, mais on sait qu'il y a eu des hélicoptères qui ont été touchés, en tout cas endommagés. Et puis en mars 2026, sur cette même base où les 2 soldats américains ont été tués, eh bien il y a eu des frappes qui avaient réussi à atteindre des systèmes d'installation radar et de défense anti-aérien qui se situent là-bas. Au total, donc en fait au-delà des 2 morts américains et du 3e disparu dont on parle aujourd'hui, on se rend compte que ce sont plusieurs dizaines de militaires américains qui ont été blessés, qui ont été touchés, mais aussi beaucoup éventuellement de matériel. En tout cas, la question se pose et les Iraniens sont allés chercher vraiment les Américains sur cette base. Ils ont été frappés le matériel, comme par exemple ce système de défense THAAD qui avait été touché en mars, c'est ce que je vous évoquais, c'est ce qui permet de protéger les bases aériennes. C'est un système qui sert à descendre d'autres missiles qui viseraient les bases. Eh bien, ces engins, ils avaient été abîmés par des frappes iraniennes. En résumé, il apparaît aujourd'hui que les Iraniens vont cibler les bases en Jordanie. Jusqu'ici, ce n'était pas vraiment le cas. Les bases jordaniennes étaient plutôt protégées ou en tout cas semblaient plus sûres aux yeux du Pentagone. Le Pentagone qui avait d'ailleurs mobilisé plus de moyens sur ces bases. Mais l'Iran semble désormais prendre ses cibles comme des cibles prioritaires et stratégiques. Merci beaucoup Marion pour toutes ces explications extrêmement précises, extrêmement précieuses. Vincent Crouzet, c'est vrai que la Jordanie était un lieu jusque-là qu'on pensait sécurisé pour les Américains. Alors pas vraiment, parce que effectivement donc le radar principal qui détectait les projectiles en approche justement de la base d'Al-Asraq a été détruit par les Iraniens en mars dernier. Donc quelque part finalement le système THAAD est inopérant sur cette base parce que le radar donc permettant effectivement donc de détecter la menace ne fonctionne plus. Alors, donc ça sert à rien d'avoir finalement de l'anti-aérien THAAD si on n'a pas le radar qui permet justement de déclencher le tir anti-aérien pour se prémunir. Mais alors comment peut-on imaginer, c'est en mars dernier ? C'était en mars dernier. Que les Américains n'aient pas resécurisé plus cette base jordanienne. D'abord parce que ça coûte un bras, pardon. Ça coûte un bras, ça coûte très cher, c'est très long en plus à réhabiliter et à remettre en place. Et apparemment, les Américains n'ont pas n'ont pas du moins remis en place ce dispositif. Est-ce qu'ils ont sous-estimé le danger ? Est-ce qu'ils se sont dit que cette base ne serait pas forcément ciblée, reciblée ? Alors, c'est difficile à dire. Ensuite, il y a eu le cessez-le-feu le 1er d'avril. Donc peut-être que dans la logique de les choses sont en train de se calmer, on est rentré dans une logique de négociation, etc. Peut-être qu'ils n'ont pas misé en priorité pour refaire ce radar. Mais effectivement, la Jordanie, depuis la destruction de ce radar, on voyait clairement que la Jordanie est une cible. Elle l'est doublement aujourd'hui parce que ça permet aux Iraniens de aussi de lancer un avertissement à Israël, parce que viser la Jordanie, qui est censée être bien protégée par les États-Unis,
premièrement. Deuxièmement, limitrophes d'Israël, donc en termes de portée, donc de capacité qu'ils auraient conservé au niveau des missiles de moyenne portée, ça permettait de lancer un avertissement à Israël. Pour le moment, d'ailleurs, ça a marché, parce qu'à la fois les Américains ont dit à Israël de rester tranquille, et les Iraniens n'ont pas franchi le pas sur Israël. Effectivement, ça serait la ligne rouge, ils font des frappes directes sur Israël, et à partir de là, ça serait une toute autre dimension du conflit. Donc on était jusque-là dans cette situation. Dernier point, qui peut être très révélateur sur cette base en Jordanie, c'est le renseignement. C'est-à-dire, on pense de plus en plus, elle était déjà quand ils ont détruit le radar, mais encore plus maintenant, que effectivement les Iraniens bénéficient de renseignements au niveau de renseignements satellitaires et autres, russes, pour leurs frappes, qui effectivement sont dans un certain nombre de cas très précises. Et cet exemple-là, sur cette base jordanienne, qui est l'une des deux principales bases avec celle du prince Hassan, est révélateur de ça. Alors vous nous faites un teasing parce qu'on va tirer ce fil, c'est très intéressant, vous avez raison. Est-ce qu'ils bénéficient de l'aide de la Russie, d'autres pays, de la Chine, pardon, pour effectivement cibler leurs frappes? Juste avant, je voudrais qu'on termine sur cette Jordanie, parce que la Jordanie a de nouveau été ciblée. Claire, aujourd'hui, Israël et les Jordaniens ont réussi à intercepter un nouveau missile qui visait la Jordanie. Qui visait la Jordanie, avec une frappe qui était vraiment à la frontière avec Israël, notamment au niveau d'Elat, donc au bout de la mer Rouge. Et effectivement, ça a évidemment poussé les Israéliens à intervenir, à aider leurs voisins jordaniens, et à glisser un petit mot aussi aux Iraniens en indiquant que s'ils étaient attaqués, évidemment, ils riposteraient. On le sait bien, aujourd'hui, les Israéliens n'attendent finalement qu'une chose, c'est de pouvoir eux aussi entrer en guerre, reprendre les frappes sur l'Iran. Pour le moment, les États-Unis les mettent un peu à l'écart. Cette frappe, elle a montré la vulnérabilité américaine et elle est prise très au sérieux parce que les Américains sont en ce moment même en train de réorganiser leur dispositif d'avions ravitailleurs qu'ils avaient prépositionnés en Israël. Et là aussi, ça veut dire qu'ils savent qu'ils peuvent être ciblés. Il y a eu le cas, par exemple, d'un AWACS, notamment, qui avait été détruit, je crois, sur une base saoudienne au tout début de Furie épique. Ensuite, il ne faut pas non plus surestimer de l'autre côté les capacités iraniennes. Il faut quand même voir que la première phase, les 40 jours de Furie épique, les Américains et les Israéliens ont visé plus de 30 000 cibles, ce qui est énorme. Alors, en tout et pour tout, ils ont perdu dans cette première phase de la guerre 16 hommes. Et un appareil, les autres, il y a eu une demi-douzaine d'autres avions qui ont été touchés sur des bases, mais quand même, en termes de rapport de force et de coût de cette guerre, malgré ces deux nouveaux soldats américains qui viennent d'être tués là, plus un troisième probablement, ça donne quand même un peu une proportion. Vous avez raison, il ne faut pas pousser le trait trop loin, mais malgré cette opération de 40 jours, on voit bien que les capacités militaires iraniennes sont toujours présentes, qu'elles sont capables de faire des morts et que les Iraniens se sont aussi adaptés. Et là, général, on a besoin de vos lumières. Allez, je vous ramène au tableau, parce qu'on a besoin de votre pédagogie exemplaire pour essayer d'aller encore un peu plus loin, pour comprendre cette frappe sur cette base jordanienne. Les Iraniens ont probablement utilisé de nouveaux missiles, de nouvelles technologies. Comment est-il possible, première question d'abord, que les États-Unis, avec tout leur radar, même si Vincent nous disait que certains systèmes avaient été détruits, n'aient pas pu voir, anticiper l'arrivée de ce missile? Alors, ils ont pu anticiper l'arrivée de ces missiles, mais la principale difficulté pour les Américains, c'est de pouvoir couvrir l'ensemble du théâtre des opérations. Parce qu'ils couvrent avec leur capacité les États du Golfe et leurs alliés, l'Arabie Saoudite, ils sont obligés de couvrir leurs bases. Ils ont beaucoup appuyé leurs alliés israéliens, mais ils ne peuvent pas couvrir l'ensemble. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, une défense antiaérienne, ce n'est pas un bouclier. C'est un filet dont les mailles sont plus ou moins resserrées. Et donc, à partir du moment où vous envoyez des missiles, ça a été le cas pendant plusieurs jours de suite sur la Jordanie, eh bien, certains passent au travers. Et lorsqu'on regarde la distance entre les lieux possibles de tir des missiles et la Jordanie, on est grosso modo sur une distance d'1 millier de kilomètres. Et là, on rentre dans les capacités de quasiment la moitié des systèmes balistiques iraniens. Il y a aussi, on verra, on saura peut-être dans le temps précisément quel type de missile a été utilisé, mais si ce sont les nouveaux missiles auxquels on peut penser, qui ont été réadaptés par les Iraniens, expliquez-nous comment il a réussi à brouiller les radars. Visiblement, c'est dans la dernière phase que tout se joue. Alors,
il ne s'agit pas tout à fait de brouiller les radars. Je vais rentrer dans le détail de ces capacités des nouveaux missiles qui sont représentés ici par la courbe rouge par rapport... Point de départ. Voilà, point de départ, point d'arrivée sur l'objectif. Ouais. Par rapport à un système, c'est, je dirais, la représentation en vert bleu, qui, elle, est une représentation classique. Dans le cadre d'une représentation classique, vous avez bien évidemment une visée. Le système est guidé par GPS en règle générale, donc on peut le brouiller ou le détruire par des moyens antiaériens. Et on voit très bien la continuité de la courbe de ce missile. L'autre cas, c'est une technologie qui s'appelle le Maneuverable Reentry Vehicle, c'est-à-dire une tête de missile qui est capable de manœuvrer sur la fin de sa courbe vers l'objectif. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas guidée par GPS, elle est guidée par un autre système qui est un système de calculateur interne qui leur permet, ça s'appelle de la navigation inertielle en termes techniques, qui leur permet à partir de données rentrées à l'avance, d'où l'importance du renseignement amont, eh bien, le missile automatiquement, avec les données qui sont rentrées, eh bien, se réaligne progressivement. Ce qui veut dire qu'il n'est pas impossible de le détruire. En revanche, la précision au sol est largement au-delà des précisions anciennes. On est sur l'ordre de 15 à 30 mètres à 1000 km de distance. C'était passionnant. Merci beaucoup de nous avoir expliqué effectivement cette trajectoire capable de changer au dernier moment. Rejoignez-nous. Ça nous ramène peut-être, Marc Seymour, à ce que vous nous disiez. Pour avoir un tel degré de précision. Et ce matin, le Wall Street Journal évoquait cette hypothèse et disait très clairement l'Iran bénéficie probablement de renseignements chinois, de renseignements de ses voisins russes, pour pouvoir affiner à ce point ses trajectoires. C'était surtout les Russes. Alors déjà, on en parlait dans la première phase de Fury Epic, notamment sur certaines frappes extrêmement précises en Israël, l'une visant le siège du Mossad à Tel Aviv, d'autres ratant mais de peu la centrale nucléaire de Dimona. Donc on en avait déjà parlé. On a mis à l'époque beaucoup plus en cause les Russes, à la fois parce que la coopération militaire entre les Russes et les Iraniens est beaucoup plus intense. Il faut voir que les shahids iraniens avaient été donnés aux Russes qui manquaient de drones. Alors ensuite, en retour, les drones ont aidé à améliorer les capacités des shahids et ont évidemment probablement donné un certain nombre de renseignements. La Chine, c'est plus compliqué parce que la Chine, à la fois, leur a donné du carburant pour les missiles, etc. Mais la Chine, malgré tout, est un pays qui voudrait plutôt que les choses se calment au plus vite dans le Golfe, y compris pour des questions tout à fait matérielles d'approvisionnement pétrolier, dont d'ailleurs l'Iran est un de ses principaux contributeurs. Donc voilà, disons, la Chine a probablement joué un rôle, notamment comme elle le joue avec la Russie, d'ailleurs avec du matériel dual, mais c'est moins probable qu'elle ait joué un rôle aussi actif là-dessus que les Russes. Alors évidemment, on s'interroge quand on voit cela, quand on voit cette capacité d'adaptation que vous nous avez parfaitement fournie sur la puissance iranienne, qui quand même reste là malgré ces 40 jours de guerre. Betsabé Salem, ce sont peut-être les Israéliens et les services de renseignement israéliens, souvent très très bien informés, qui sont les plus à même aujourd'hui de dire quelle est la réalité de la puissance balistique iranienne. Qu'est-ce qu'on en sait, Betsabé ? Ce qu'on voit, c'est que la menace balistique, en tout cas, elle augmente, cette menace balistique iranienne, et sur le plan technologique, vous venez de l'évoquer en plateau, et en termes de production. Parce que l'Iran, depuis la fin de la guerre, et même pendant la guerre, a poursuivi sa production. Et l'Iran dispose, vous savez, de ces grands sites d'entrepôts souterrains où il peut finalement stocker ses missiles balistiques à l'abri des frappes américaines et potentiellement israéliennes. Même si l'Iran a tiré près de 900 missiles balistiques pendant la guerre, et même si les États-Unis et Israël ont visé ce programme balistique pendant la guerre, ils ont visé les sites de lancement de carburant, les usines, les entrepôts, les services de renseignement aujourd'hui en Israël estiment que l'Iran possède environ 1000 missiles balistiques opérationnels. Et ce qui inquiète aujourd'hui Israël, c'est pas seulement cette course à l'armement de l'Iran, c'est aussi le fait que cette question balistique, elle semble être totalement abandonnée par Donald Trump, tout comme le soutien au proxy de l'Iran. Donald Trump qui donc préfère maintenant qui donne la priorité aux questions du détroit d'Ormuz et du nucléaire. Priorisé, on avait parfaitement compris. Merci beaucoup Betsabé Salem, et on vous retrouvera un peu plus tard pour toutes ces informations que vous nous livrez depuis le terrain général. Quand on entend ça, on se demande quand même si les Américains n'ont pas sous-estimé l'Iran.
Je ne crois pas qu'ils aient sous-estimé l'Iran. Je pense que nous avons un biais cognitif collectif autour de la puissance américaine. C'est-à-dire que nous sommes tous persuadés que la puissance américaine, qui s'impose par ses arsenaux, ses capacités, sa technologie, dans le cas d'un conflit, neutraliserait d'emblée toute capacité de l'adversaire. Or, ce n'est jamais le cas parce que l'adversaire s'adapte, l'adversaire est puissant. Lorsqu'il y a des moments de pause, eh bien, il en profite pour s'adapter. Il échange sans doute... Oui. L'adversaire, l'Iran, est plus agile, plus rapide à se transformer que les Américains. Je pense que les deux sont aussi agiles. C'est le principe pendant les conflits. Il y a un système qu'on appelle la boucle du retour d'expérience qui fonctionne à plein. C'est-à-dire que lorsqu'on constate quelque chose sur le terrain, immédiatement cela revient dans les pays et on adapte les systèmes. On parlait de l'appui d'un certain nombre d'autres pays. Je pense qu'en tout cas, il y a un appui qui fonctionne bien avec la Russie. C'est celui de ce qu'on appelle le retour d'expérience, ce qu'ils constatent sur le terrain en Ukraine. Et parce que l'Ukraine se défend avec beaucoup de systèmes occidentaux. Et je pense qu'il y a une porosité dans le partage de cette expérience entre les Russes et les Iraniens, ce qui ne change pas l'agilité propre au système iranien, mais en tout cas facilite les recherches des ingénieurs iraniens. Alors, ça nous interroge aussi quand même sur la vulnérabilité américaine. Vincent, vous nous expliquez effectivement que ce système de défense, il avait été détruit, aérien américain, il avait été détruit autour de cette base jordanienne. On va retrouver Elisa Cléache, envoyée spéciale de TF1 LCI à Doha. Elisa, ce système THAAD, comme on l'appelle, de défense aérienne américain, on l'imaginait effectivement extrêmement puissant, extrêmement fort, capable de protéger les bases américaines, mais même les pays du Golfe. Aujourd'hui, les Américains, leur image, elle est écornée sur ce point-là. Oui, et c'est encore une fois la preuve que ce conflit a changé toutes les dynamiques géopolitiques et diplomatiques dans la région. Avant ce pays, ces bases américaines, ces systèmes de défense aérien américains étaient considérés comme une protection pour ces pays du Golfe. Et bien, lorsqu'on regarde simplement le bilan matériel de cette semaine, on voit bien que quasiment tous les pays du Golfe, à l'exception des Émirats arabes unis, ont été touchés justement sur ces bases américaines. Donc bien sûr, c'est une inquiétude croissante pour ces pays du Golfe de voir cette vulnérabilité des systèmes de défense aériens. Certains pays tentent de se tourner vers d'autres alliés. C'est le cas du Koweït notamment, qui se tourne cette semaine vers le Pakistan. Alors bien sûr, ce sont des accords qui peuvent mettre des années à être conclus, mais ils demandent notamment des drones, des avions supplémentaires, ainsi que justement des systèmes de défense aérien et même des troupes supplémentaires sur leur sol. Pour autant, je tiens quand même à me rappeler qu'il ne faut pas avoir la mémoire courte. Je vous rappelle qu'en mai dernier, ces pays du Golfe, justement, ont acheté 25 milliards 800 millions de dollars d'armes aux États-Unis. Cela montre quand même que ça reste un partenaire malgré ces divergences et ces désaccords dans ce conflit. Merci beaucoup Elisa Cléache pour toutes ces explications. Vincent, vous lirez. Oui, je voulais compléter les propos d'Elisa en rappelant que les Émirats arabes unis vont toucher 80 avions Rafale qui vont rentrer en activité et qui voleront à partir du début de l'année prochaine, donc qui viendront compléter les 120 chasseurs bombardiers déjà à disposition des Émirats arabes unis. Donc je le rappelle toujours, d'un côté, si on fait la somme des budgets de défense des 5 États du Golfe, c'est 100 milliards de dollars. De l'autre côté, le budget iranien, c'est 30 milliards. Et quand on parle de vulnérabilité, finalement, c'est une vulnérabilité psychologique. Parce que si on fait la somme des cibles qui ont été touchées au cours des derniers jours, est-ce que ça fait mal vraiment militairement ? Non, ça ne fait pas mal militairement. Effectivement, 3 morts, c'est important, mais quand on fait la guerre, il faut assumer de perdre du personnel. Il faut assumer de perdre du matériel. Et c'est essentiellement psychologique. C'est parce que dans l'opinion internationale et occidentale, c'est insupportable de perdre du personnel, de perdre des soldats et de perdre du matériel. Mais la riposte iranienne, elle fait très peu de mal, en fait. Sur le plan matériel. Il ne faut pas surévaluer, je veux dire, les dommages qui sont subis par les pays du Golfe. On va tirer ce fil qui est très intéressant et vraiment je vous donne la parole sur cela. Juste avant quand même, sur la capacité de frappe iranienne. On l'a encore vu aujourd'hui avec des tirs sur le Koweït. Claire, c'est une usine électrique et une usine de production d'eau. On le disait déjà hier, c'est une usine de dessalement. Une usine de dessalement. Touchée pour la 2e fois. Hier, il y avait déjà 2 usines qui ont été touchées en 24 heures et une de ces usines a de nouveau été touchée
aujourd'hui. Alors on le sait, hein, il y a une grande dépendance de ces usines de dessalement dans le Koweït. Ils dépendent à 90% pour la distribution d'eau potable de ce type de structure. Donc effectivement, pour l'accès à l'eau, c'est très important. On le sait, c'est aussi très important pour de nombreux pays dans cette région. Donc les infrastructures civiles, effectivement, ça a un impact. Et comme vous le disiez, un impact psychologique sur la population. Le but aussi de l'Iran, hein, c'est de diviser cette région, de diviser les différents pays pour essayer d'isoler l'appui américain et l'objectif final, hein, ce serait de faire partir les États-Unis et qu'il n'y ait plus de base américaine dans cette région. C'est beau. Toucher l'usine de dessalement, c'est pas que psychologique. C'est la vie même de ces pétromonarchies du Golfe qui est en cause. Plus que le pétrole. Sans pétrole, elles ont des problèmes financiers, ou avec moins de pétrole. Mais le problème du dessalement est vital. Alors, comme tu le disais très bien... Vincent Crouzet va vous répondre là-dessus. 90%. Ça reste encore, en fait, très, très minime pour l'instant. Hein, très pour marginal. le moment, c'est très minime, mais l'avertissement est clair, d'autant que les Iraniens ont mis les points sur les i. À chaque fois, ils répètent, nous faisons des ripostes calibrées et symétriques. Les Américains touchent, ils ont commencé à le faire, les nœuds électriques, un certain nombre d'infrastructures et les usines de dessalement. Alors, en plus, les Américains ont une stratégie. Si vous regardez les frappes américaines, pour l'essentiel, elles se concentrent sur tout ce qui est un peu au nord de cette côte, 1200 km de côte du Golfe Persique, et notamment au-dessus de Bandar Abbas, pour couper cette région du reste du territoire iranien autant que faire se peut, ce qui peut permettre ensuite de lancer un certain nombre d'opérations, y compris au sol, ponctuelles. Mais dans cette logique-là, ils frappent aussi les usines de dessalement, et les Iraniens répondent de la même manière. Et si cette logique escalatoire, parce que ce qui est terrible, la logique escalatoire, c'est qu'on répond à chaque fois un petit cran au-dessus. Puis ensuite, parfois, ça peut basculer. Et dans cette logique escalatoire, si on en arrive à frapper l'usine de dessalement, ça sera très compliqué, parce qu'elle ne se répare pas en quelques jours. Ça dépend de l'ampleur des dégâts. Et les Iraniens ont déjà dit clairement qu'ils allaient le faire. Donc, l'Arabie Saoudite, je terminerai là-dessus, sera assez peu touchée, parce qu'ils ont des réserves d'eau. Voilà. Mais un certain nombre de pays, le Koweït, le Qatar et Bahreïn, je crois, dépendent effectivement plus de 90% de 90% pour le Koweït, qui est le pays le plus dépendant de ces usines de dessalement. Non, mais Marc a raison sur un point, c'est la dépendance par rapport donc à l'eau potable et à ces usines de dessalement. Mais il y a 50 usines principales de dessalement dans le Golfe et 400 installations. Donc ça signifierait un effort militaire considérable justement pour toucher la très grande majorité de ces installations, et ce serait une erreur stratégique très grave de la part des Iraniens, parce que là on toucherait à la survie de ces États, obligeant ces États à se défendre et à rentrer justement dans la guerre. Je veux dire, quand vous êtes vraiment en danger de mort, dans ce cas-là, eh bien vous ne transigez plus, vous ne palabrez plus et vous rentrez en guerre. Ou vous capitulez. Non, je pense pas qu'il. C'est d'ailleurs toute la division aujourd'hui au sein du pouvoir iranien, elle est là-dessus. Entre ceux qui pensent qu'il faut ménager ces pays du Golfe qui en plus ont des stratégies très différentes par rapport à l'Iran, avec une bonne partie d'entre eux, notamment le Qatar, Oman, etc., qui sont prêts à négocier à tout prix avec l'Iran, de ceux de la ligne la plus dure qui pensent que la logique escalatoire au maximum a un effet clarificateur et on sait qui est qui. Et c'est clairement la voix qu'on entend... En frappant comme ça ces infrastructures civiles, quitte à inciter ces pays à entrer dans la guerre. Et il y a eu cette frappe notamment hier sur l'Arabie Saoudite. On le souligne, l'Arabie Saoudite qui avait été pendant des mois finalement épargnée, parce qu'avec les Émirats Arabes Unis, c'était vraiment les deux pays qui avaient répliqué pendant la première phase de la guerre. Pays qui étaient épargnés jusque-là, qui finalement sont aujourd'hui encore... Et ça nous montre encore une fois l'Iran qui élargit le cercle des opérations, comme vous le disiez, avec ces deux nouveaux pays, et qui nous ramène à cette question. Est-ce que c'est l'Iran aujourd'hui qui donne le tempo? Est-ce qu'elle est en train de s'imposer, notamment avec la mort de ces deux soldats américains? On va retrouver Romuald Siura qui est avec nous. Bonjour, vous êtes directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis à l'IRIS, auteur de America 250 aux éditions des Nouveaux Éditeurs. Merci beaucoup d'être avec nous. Quel poids va peser la mort de ces deux soldats américains dans l'opinion américaine?
énorme, c'est un poids énorme. Nous avons un président déjà fragilisé sur la scène intérieure depuis le début de cette guerre. N'oublions quand même pas une chose, c'est que cette guerre en Iran est depuis le début la plus impopulaire de toutes les guerres de l'histoire des États-Unis. La guerre d'Irak, qui a été certes très impopulaire, au départ était soutenue par une très grande majorité de la population. Là, ce n'a pas été le cas. Et le plus inquiétant pour Trump, c'est que sa base MAGA, son électorat de cœur, s'est senti trahi par ce président qui nous avait promis de ne pas nous entraîner dans une guerre style Irak ou Afghanistan. Donc aujourd'hui, un président qui avait passé un accord qui est vécu aux États-Unis comme une capitulation. Les MAGA n'ont pas du tout apprécié l'aspect financier, 300 milliards potentiellement d'investissement en Iran, avoir des gelées reversées aux Iraniens. Ils savent qu'en principe, c'est quand même pas le vaincu qui touche de l'argent à l'issue d'une guerre, donc c'était déjà mal passé. La guerre reprend sans stratégie claire et maintenant de nouveaux soldats américains sont morts, pour la première fois frappés directement par l'Iran, donc ça va peser très très lourd. Et aujourd'hui, on a un président qui est acculé. Quelle peut-être la stratégie de Trump, reprendre des bombardements comme ceux auxquels on a assisté pendant plusieurs mois, mais pour quel résultat? Si le régime tient, ne tombe pas, si le régime de Téhéran refuse quelques concessions, il sera encore plus humilié face à son opinion publique, intensifier les bombardements, mais oui, mais comment envoyer des troupes au sol? On sait très bien que ça serait un carnage et que ça, il le paierait encore plus durement lors des élections de mi-mandat. Donc bref, une situation très difficile, et pour répondre très clairement à votre question, oui, cela va peser très très lourd au sein de l'opinion publique américaine. J'aimerais vous soumettre la seule réaction qu'on a pour le moment de Donald Trump, qui a donc réagi avec une déclaration au New York Post. Voilà ce que dit le président américain. Nos soldats ont fait le sacrifice ultime pour empêcher le régime iranien de se doter de l'arme nucléaire. Cela montre à quel point les Iraniens sont mauvais. Comment jugez-vous cette déclaration de Donald Trump ? Écoutez, une fois encore, le président s'empête dans ses contradictions. Bon, il essaye de redynamiser sa base, la population américaine. Et bien évidemment, les Américains sont toujours sensibles au sacrifice de leurs héros. Et la mort, le sacrifice de ces soldats sera apprécié, oui, par la population américaine. Mais néanmoins, tout le monde se souvient qu'il y a encore 15 jours, le président américain nous disait que le programme nucléaire iranien était enseveli, détruit, etc. et que jamais l'Iran ne pourrait accéder à la bombe nucléaire. Donc aujourd'hui, on se demande pourquoi il a été besoin pour ces soldats de se sacrifier. Et c'est cela aujourd'hui qui pèse auprès de l'opinion publique américaine, cette succession de contradictions, de mensonges et de soldats qui meurent pour rien. Si Donald Trump décidait d'envoyer quelques troupes au sol, même symboliquement dans une région précise de l'Iran, d'autres morts ne lui seraient absolument pas pardonnés et nous pourrions voir une pression très très forte de l'opinion américaine qui pourrait résulter, si les démocrates reprennent le Congrès en novembre, à une mesure d'impeachment qui pourrait être cette fois-ci soutenue par la population. Rommel Siora, c'est toujours difficile de se plonger dans la tête de Donald Trump, mais Sonia Dridi, notre correspondante sur place, nous disait tout à l'heure qu'il était furieux. D'après vous, comment va-t-il réagir dans les prochaines heures ? Écoutez, on a un président qui, pendant des semaines, a tenté de se sortir du bourbier iranien. Ne l'oublions pas, une guerre qu'il a faite contre l'avis de son vice-président, contre l'avis de la secrétaire générale de la Maison-Blanche, Suzy Woods, des généraux du Pentagone, des élus républicains et de sa base MAGA. On a un président qui donc pensait, avec cet accord bidon, ce bout de papier, s'en tirer un minimum la tête haute. C'est pour ça qu'il avait accepté de nombreuses concessions et avalé des couleurs plus grosses que lui. Aujourd'hui, le revoici à nouveau embourbé dans ce conflit. Trump est effectivement très très fâché. Il a une fois encore pas beaucoup de solutions. Si il arrête les bombardements, écoutez, il sera humilié face à la population américaine. S'il les poursuit et que rien ne se passe et que la situation demeure la même, une fois encore, il sera humilié et sa parole décrédibilisée auprès des Américains. Je crains donc que nous ayons une fuite en avant dans la violence de la part du président américain. Jusqu'où ira-t-il ? Ira-t-il jusqu'à utiliser des armes non conventionnelles ? Je ne le pense pas, mais on doit quand même se poser la question, jusqu'à quand ces empires, États-Unis, Russie, accepteront-ils de perdre des guerres asymétriques ? Je ne pense pas que le président américain ira jusque-là. Mais il n'a pas beaucoup de solutions, il est aujourd'hui furieux, il est empêtré, acculé et sans aucune stratégie. Merci beaucoup, Rommel. Sera passionnant ce que vous nous expliquez là, parce que ça nous ramène à notre question. On a un président furieux, acculé, dans l'impasse, dans un bourbier. Ça nous amène quand même à une Iran puissante, qui a gagné une partie de son pari, en tout cas à ce stade, qui donne le tempo. Cette nuit, le président américain a commandé une nouvelle série de frappes pour la 8e nuit consécutive, avec comme motif d'aller venger ses morts. Est-ce qu'on va venger ses morts ?
Alors, au-delà des déclarations de M. Trump, dont on a l'habitude, elles sont toujours basées sur des réactions très émotionnelles. En fait, venger ses morts, ça ne veut rien dire. Lorsqu'on engage un conflit, alors qui n'est pas asymétrique, je suis désolé de rentrer un peu dans les termes, asymétrique, c'est-à-dire que vous avez une grande puissance avec un adversaire qui n'a aucun atout, ou quasiment, et qui est obligé de contourner cette puissance. Là, on est plutôt dans une dissymétrie, c'est-à-dire qu'on a des armées qui sont pas au même niveau de technologie, mais qui ont toutes les capacités nécessaires pour pouvoir frapper l'adversaire. Et donc, lorsqu'on est engagé dans un conflit, on perd des hommes. Et M. Trump le sait très bien. Malheureusement, ce ne sera peut-être pas les 2 derniers ou les 3 derniers soldats américains qui vont mourir. Donc, ils se sont engagés, je pense, tout en ayant conscience que ça n'allait pas se dérouler aussi facilement que prévu. Je voudrais quand même souligner quelques petits points rapidement. D'abord, il est difficile, là où on est, parce qu'on est aspiré par cette frappe de missiles sur la Jordanie, de mesurer les effets concrets des frappes américaines depuis 8 jours. Parce que ces frappes ont un effet. Elles ont un effet militaire sur le terrain autour du détroit d'Ormuz. Elles ont sans doute aussi un effet à l'intérieur du régime, parce que on voit bien que même s'il y a une union de façade, il y a des fractures internes. Et puis, n'oublions pas également que la population iranienne continue de souffrir de cette situation. Et donc, plus longtemps les frappes vont durer et le blocus d'Ormuz, et plus ces fractures internes risquent de s'écarter. Vous avez raison, on ne voit probablement pas, et je vous donne la parole dans un instant, l'effet des frappes américaines de ces derniers jours. Peut-être qu'on ne les voit pas suffisamment clairement, mais à ce stade, ça n'a pas empêché l'Iran de mener cette opération sur la base jordanienne. On parle du détroit d'Ormuz, clair, sous votre contrôle, ces dernières heures, des navires ont encore été pris pour cible par les Iraniens. C'est encore eux. Ont indiqué les Iraniens, effectivement, que 4 navires ont été bloqués ou ont dû faire demi-tour dans le détroit. Et on le sait, en tout cas, ces derniers jours, la situation est très difficile pour les différents armateurs. Très très peu de bateaux sont passés derrière. Donc les Iraniens gardent aussi le contrôle d'Ormuz. Ils gardent des capacités de nuisance. Mais ils donnent le tempo, ça va plus loin que ça. Ils donnent le tempo seulement partie. Ils ont donné le tempo en tirant sur des pétroliers pour les obliger à prendre, qui prenaient la route du Sud, ce qui a enclenché la crise actuelle. Je pense que on parlait du bourbier dans lequel était le président Trump, ce qui est vrai, mais les Iraniens sont aussi dans un bourbier. Et le temps ne joue pas pour eux. C'est-à-dire, le blocage du port qu'est en train de refaire l'US Navy est dévastateur pour l'Iran. Il faut voir que ce pays, au-delà du bilan de cette semaine de frappes, si on remonte aux 30 000 frappes qui a eu lieu pendant les 40 jours, le pays, beaucoup d'infrastructures ont été détruites. La situation économique était terrible. On peut imaginer qu'elle l'est encore plus. On le voit, par exemple, alors il y a un soutien du régime, le régime l'a surjoué, l'émotion des funérailles d'Ali Khamenei, etc. Mais si vous regardiez attentivement les choses, en comparant, par exemple, avec les funérailles de l'imam Khomeini en 89, à l'époque, il y avait une ferveur populaire immense, au point que le corps avait été arraché du catafalque parce que les gens voulaient le toucher, etc. Là, vous aviez des cérémonies parfaitement encadrées, massives, d'un régime totalitaire. Effectivement, dans un pays où 60% de l'économie est tenue par les gardiens de la Révolution, si vous voulez garder votre emploi, voire éviter pire, vous allez brandir votre petit drapeau dans les rues, etc. Donc, sur beaucoup de choses, le régime est fragile, est fragilisé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle un certain nombre de ses dirigeants, qui sont les moins obtus, type Khalibaf, type le président Pezeshkian, ont joué cette carte de la négociation avec Trump, sachant que Trump voulait se dégager au plus vite et obtenu un accord largement avantageux à leur point de vue, à l'exception avec y compris cette ambiguïté sur Hormuz qui était peut-être le seul point positif que pouvait revendiquer. Cette carte aujourd'hui, elle a été... Dans ce contexte, le temps ne joue pas pour les Iraniens. On peut très bien imaginer que le régime, lui-même, pris par son hubris, pris par les surenchères des durs, ne se mette dans une impasse qui sera pour lui dévastatrice. Ou dans une opération massive, dans une escalade absolue qui va embraser toute la région, parce que c'est l'autre
indicateur qui peut nous renseigner sur cette question qu'on se pose ce soir? Est-ce que l'Iran est plus fort que les États-Unis? En tout cas, le rapport de force est peut-être plus étonnant qu'on aurait pu l'imaginer, parce que même dans les narratifs, on se souvient de Donald Trump dire « je vais anéantir une civilisation ». Eh bien, tout est en train de se retourner. Désormais, ce sont les Iraniens qui disent très clairement « nous allons anéantir, non pas les États-Unis ». C'est la rhétorique habituelle qui revient, et historique, on va détruire le grand Satan. Les violations répétées des promesses faites par le grand Satan concernant le protocole d'accord signé entre les présidents iraniens et américains ont une nouvelle fois démontré à tous à quel point la signature du président américain est sans valeur et indigne de confiance. L'agression, la domination et la brutalité sont des composantes indissociables du caractère américain. Vincent Crouzet, quand on réentend cette rhétorique du grand Satan, c'est véritablement l'Iran contre le reste du monde, ou presque. Oui, alors là, c'est évidemment pas la voix du guide suprême. On ne sait pas s'il n'a pas été dispersé façon puzzle le 28 février dernier, c'est tout à fait possible. C'est la voix des gardiens de la révolution islamique. Dans ce communiqué, il y a notamment le mot leçon, nous allons donner aux États-Unis. Inoubliable. Voilà, des leçons inoubliables. Ils n'ont pas appuyé sur toutes les touches du piano, en plus, les Iraniens. Il leur reste quand même la touche du terrorisme. Je rappelle que dans quelques heures va se dérouler un événement planétaire à New York, au cours duquel le président Trump va remettre la Coupe du Monde de football, peut-être pour la première fois d'ailleurs derrière une vitre blindée. Je ne sais pas dans quelles conditions de sécurité cette Coupe du Monde va être remise par Trump au gagnant du match, mais néanmoins, c'est un défi sécuritaire pour les Américains, et je sais que les services de sécurité et d'enseignement américains sont mobilisés depuis plusieurs semaines pour couvrir la sécurité de cet événement, qui a été évidemment annoncé, qui est prévu très longtemps à l'avance, avec la présence du président Trump, et ça pourrait être également une menace qui pourrait peser sur les États-Unis. Claire, est-ce que ce qui transparaît dans cette déclaration, c'est aussi cette volonté qu'on commençait à esquisser d'embraser l'ensemble du Moyen-Orient pour l'Iran et d'engager les États-Unis et indéniablement le reste du monde dans un conflit encore plus large? Il y a toujours cet appel, mais ça c'est pas nouveau. C'était déjà le cas lors de la première phase de la guerre. Le grand Satan, ça a toujours été les États-Unis. Ça fait presque 50 ans que les États-Unis sont appelés ainsi par l'Iran. Sauf qu'au moment des discussions, les choses s'étaient un petit peu, c'était pas apaisé, mais c'était un petit peu calmé quand même, au moins dans les propos tenus. Il y a cette volonté effectivement d'essayer de regrouper l'ensemble du monde chiite musulman autour de fédérer autour de la question iranienne. Et puis dans le discours, il y a aussi un appel à l'union de la nation, cette idée de rassembler tous les Iraniens malgré les désaccords qui peuvent y avoir en interne autour d'une même cause qui est la défense de la nation iranienne. Et on sent bien là aussi que en faisant parler, on va dire, le guide suprême, parce que effectivement il y a de gros doutes sur est-ce qu'il est en vie ou pas, mais en tout cas dans quel état. Mais effectivement on l'entend en tout cas jamais parler. On n'a que des communiqués écrits. La volonté, c'est aussi de réunir les différentes factions à l'intérieur du pays, essayer de rester unis face à leur ennemi commun qui est aujourd'hui les États-Unis. Et ça, c'est un levier de puissance, Marc Simo, de l'Iran. Si elle arrive à faire ça, elle a là une arme énorme. Oui, mais il faut encore que ça marche. Bien sûr. Parce que vous ne pouvez pas gommer le fait qu'après la guerre des 12 jours du printemps dernier, où déjà ce réflexe national aurait dû jouer, on avait vu, quelques mois plus tard, en décembre, en janvier, les plus grandes manifestations de masse contre le régime, avec des centaines de milliers de personnes dans les rues, qui ont été massacrés à l'arme de guerre avec plus de 40 000 morts. Il n'y a aucune raison, à part le narratif officiel iranien ou ceux qui font semblant d'y croire, que depuis cette guerre, ça ait beaucoup changé. Alors les gens sont exténués, terrorisés, c'est terrible. Vous passez de la répression aux bombes et de nouveau des bombes à la répression. On le voit encore aujourd'hui, il y a eu 2 nouvelles pendaisons de manifestants des jours de décembre, janvier. Donc voilà, il y a une partie de la population iranienne qui se reconnaît dans le régime. On l'a vu dans la rue. Bon, en plus, aux élections, les ultra-conservateurs avaient eu entre 15-20% des voix pris tout ensemble. Voilà, ça représente une vingtaine de millions de personnes. Mais pour le reste, ce qu'il en est réellement de la population, c'est difficile à dire. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a plus
les cris de joie qu'il pouvait y avoir au début, quand il y avait notamment la guerre des 12 jours et le début de Furie épique, aussi parce que les gens probablement ont peur Bien sûr. Mais la réalité de ce que ressent aujourd'hui un Iranien, alors les témoignages que l'on a par des amis de la diaspora sont très variés. Il y a ceux qui disent on n'en peut plus que ça finisse d'une manière ou d'une autre, ceux qui disent c'est terrible et il y a peut-être quelque chose au bout. Il y a ceux qui sont terrorisés de voir que le régime, avec ça, est affaibli mais encore plus radicalisé. Donc voilà, mais savoir ce que réellement pensent les Iraniens, c'est, je crois, très difficile. On va retrouver Elisa Cléache, qui est l'envoyée spéciale de TF1 LCI à Doha. Elisa, pour l'instant, les Iraniens brandissent cette menace d'un embrasement de tout le Moyen-Orient. C'est évidemment la plus grande crainte des pays du Golfe, avec évidemment toujours comme point de cristallisation ce fameux détroit d'Ormuz. Oui, une fois n'est pas coutume, l'Iran essaye d'y faire valoir sa suprématie. Aujourd'hui, les gardiens de la Révolution ont annoncé avoir stoppé 4 navires qui tentaient de traverser ce détroit. 2 auraient fait demi-tour, mais ils auraient arrêté les 2 autres qui tentaient de poursuivre leur route. Hier, ils avaient cette fois annoncé que 2 pétroliers avaient explosé en passant sur une zone minée du détroit. C'est une information qui avait ensuite été démentie par Washington, mais cela montre bien toujours cette volonté de l'Iran de faire prévaloir cette menace sur le détroit d'Ormuz pour que les navires se sentent obligés de coopérer avec les gardiens de la Révolution. D'ailleurs, on est autant presque dans une guerre de frappe que dans une guerre de communication. Et encore cette semaine, les gardiens de la Révolution disaient contrôler totalement ce détroit d'Ormuz et menaçaient même, je cite, qu'aucune goutte de pétrole, de gaz ou d'engrais chimiques ne traversera ce détroit d'Ormuz sans autorisation formelle de l'Iran. Merci beaucoup Elisa Cléache avec Mathis Biller pour ces explications. Le risque de l'embrasement du Moyen-Orient total, c'est évidemment ce qu'essaye de vendre l'Iran. Est-ce que ça vous semble possible ? Difficile à dire. En tout état de cause, si un certain nombre de pays, notamment les États du Golfe, sont pour l'instant mis un petit peu en réserve, même si certaines bases américaines sont frappées, pour l'instant, hormis certaines frappes avec les Émirats arabes unis, l'ensemble est resté quand même sous contrôle. À frapper des infrastructures civiles, énergétiques et de dessalement, eh bien, on risque de faire basculer tous ces pays qui n'avaient pas forcément intérêt à rentrer dans ce dialogue guerrier entre les États-Unis et l'Iran, eh bien, d'être obligés de choisir leur camp. Et leur camp, s'ils sont obligés de se mettre du côté américain, eh bien, on va créer des conditions, en tout cas opérationnelles, beaucoup plus difficiles pour les Iraniens. Sachant qu'il faut toujours offrir une porte de sortie à ceux que l'on veut mettre en réserve ou qu'on ne veut pas voir intervenir. C'est pas en frappant les usines de dessalement koweïtiennes qu'on va mettre en réserve le gouvernement koweïtien. Je pense qu'il y a aussi, juste un point là-dessus, très bien, il y a dans une partie de l'islam chiite, et parmi les plus durs régimes, au-delà des gardiens de la Révolution même, cette espèce de vision apocalyptique. Et elle existe. Et il y a ce courant. Au niveau, alors, il n'est pas majoritaire, mais ce courant, il existe dans le pouvoir iranien. Et aujourd'hui, on est dans une espèce de boîte noire, on ne sait pas qui veut quoi, qui fait quoi, quels sont les rapports de force au sein du pouvoir iranien. Mais je pense qu'il ne faut jamais oublier cette dimension de l'apocalypse, de cette idée que dans le chaos général, etc., retournera enfin l'imam caché. Ce n'est pas le guide, mais c'est le vrai imam caché. Ahmadinejad, le président Ahmadinejad, dans son temps, qui doit réapparaître à Machhad, avait mis une Mercedes en permanence pour attendre la venue du retour de l'imam caché. On va aller voir du côté israélien, du côté des renseignements israéliens, Betsabé Salem. Est-ce qu'on anticipe ce scénario d'un embrasement général du Moyen-Orient ? Oui, vous savez, Christophe, ça fait plusieurs jours déjà qu'en Israël, on estime que bientôt, très bientôt, les États-Unis vont élargir, intensifier leur frappe. Vous avez un haut responsable de l'armée israélienne, il y a quelques jours à peine, qui a déclaré à l'un des principaux médias que la situation, il le sentait, allait bientôt dégénérer. Alors sur le terrain, on voit d'ailleurs que les forces américaines se préparent. En moins de 48 heures, 14 ravitailleurs américains ont débarqué en Israël, des avions de combat aussi. Et selon une source américaine qui a parlé au site d'information Walla, site israélien, eh bien les États-Unis envisagent de déployer en Israël pas moins d'une centaine de ravitailleurs. Alors, pour que vous ayez une idée, il y en a un petit peu plus de 70 déjà. Pour l'instant, donc, eh bien, la coopération
entre Israël et l'armée américaine. L'armée américaine, ça se limite, on voit, à une coopération en termes de renseignement. D'ailleurs, certainement, Israël participe indirectement à ces frappes américaines en Iran, par le biais justement des renseignements dont elle dispose. Pour l'instant, Washington ne veut pas qu'Israël se mêle au combat, mais ça pourrait changer. Et surtout, l'armée ici est en alerte maximale parce qu'on redoute une attaque surprise de la part du régime iranien en Israël. Et donc, les commentateurs insistent sur le fait que les prochains jours seront cruciaux. Betsabé Salem, des jours cruciaux à venir. Alors évidemment, Donald Trump n'a pas dit son dernier mot. L'Iran tente de s'afficher comme la plus forte, mais Donald Trump s'organise aussi. On a compris que des renforts de F-16, de F-35 étaient déjà arrivés en Israël pour se préparer. Général, un mot aux militaires que vous êtes, des F-16, des F-35. Hier, on parlait des ravitailleurs qui étaient arrivés. F-16, F-35, ça veut dire quoi ? Ça veut dire concrètement que M. Trump se prépare à intensifier les frappes. Qu'est-ce que c'est qu'un avion ravitailleur ? En fait, c'est une station essence qui vole et qu'on met en place au-dessus d'un État ami avec une belle couverture aérienne, un cercle, ça s'appelle un hippodrome, et régulièrement, les avions viennent se ravitailler avant de poursuivre leur frappe. La mise en place de ce système veut peut-être dire, en tout cas avec l'intensité qui semble se mettre en place, que les frappes ne vont peut-être plus se limiter uniquement autour du détroit d'Ormuz, mais vont peut-être gagner en intensité vers l'intérieur du territoire iranien. Donc, pour l'instant, le but était vraiment de se concentrer sur Ormuz. Manifestement, le président Trump sent que ces frappes ne portent pas leurs fruits. Donc, on est allé un petit peu plus en profondeur pour couper les flux logistiques vers Bandar Abbas. Et peut-être que l'étape suivante, c'est ce que semble indiquer la mise en place de ces renforts, va indiquer la reprise de frappe sur d'autres cibles, un peu plus à l'intérieur, y compris, pourquoi pas, sur Téhéran. Oui, le général Abré a raison. Jusqu'à présent, les cibles touchées autour du détroit d'Ormuz côté iranien étaient traitées par notamment les avions des deux escadres aéronavales américaines qui sont dans le golfe d'Oman. Aujourd'hui, avec ce surdéploiement aérien, vraisemblablement, on va élargir la banque de cibles qui vont être traitées. Peut-être qu'on va passer d'ailleurs à une nouvelle étape de décapitation des dirigeants du régime iranien. Alors vous me direz oui, mais ils sont remplacés. Oui, ils sont remplacés. Mais par exemple, pour les gardiens de la révolution islamique, on en est déjà au N-3, avec Ahmed Vahidi qui a succédé donc à Hossein Salami et puis à Mohamed Pakpour qui ont été. Et on va, puis on a des radicaux. Bah oui, donc il arrive un moment, le niveau de compétence, le niveau d'autorité s'affaiblit et petit à petit, on dégrade la chaîne de commandement. Et puis il faut punir aussi les hauts responsables de ceux qui ont décidé de cibler des militaires américains en Jordanie notamment. Donc effectivement, on se prépare à une campagne aérienne de haute intensité. Alors est-ce que les Israéliens viendront en interopérabilité et on sait que eux sont les spécialistes des éliminations ciblées, y compris aériennes, puisque le 28 février, ils ont été ceux qui ont été le plus actifs à Téhéran en ce qui concerne le ciblage donc des dirigeants. Il me semble bien quand même, c'est que les Américains sont en train d'ouvrir le pot de miel en parquant le maximum d'appareils sur les bases aériennes israéliennes et à Ben Gourion, et en laissant finalement Israël se faire cibler, donc donnant un prétexte à Israël de rejoindre des Américains dans de prochaines frappes aériennes. Très clairement, si Israël reprend ses frappes, on rebascule dans la guerre totale. On rebascule dans la guerre totale, et ce qu'il faut voir, c'est qu'en matière de renseignement, le rôle des Israéliens était et reste fondamental. L'ampleur de la pénétration du renseignement israélien dans le pouvoir iranien n'a pas changé. Et il était là avant la guerre, il a permis de mener cette frappe, notamment qui apportait l'élimination d'Ali Khamenei. On peut imaginer que les réseaux sont toujours là. Et que donc, dans le renseignement israélien avant la guerre estimait que cette guerre, qui allait commencer là, avec furie épique, serait résultat probant avant. Mais est-ce que Donald Trump, Claire, peut tenir une guerre ? C'est ça le problème. Mais c'est exactement. C'est ça le problème. C'est là où l'Iran. C'est pas la puissance américaine, elle est puissante, c'est le leadership politique. Mais ils ont un levier d'action, un levier de puissance.
Non, mais politique à faire et Donald Trump n'en a aucune envie. On a longtemps parlé de ces élections à venir, les élections des midterms en novembre. On a aussi évoqué le fait que Donald Trump a arrêté ce conflit, a mis un terme, alors que les Israéliens auraient voulu continuer à aller plus loin. Il a signé ce mémorandum d'accord, puisqu'il y a aussi toute cette pression en interne, à l'intérieur de son pays, avec et sa population et le Congrès qui se montre très opposé à une poursuite de la guerre. Donald Trump, lui, il a quand même été élu en disant « je ne mènerai jamais de guerre, en tout cas, cette guerre ne sera pas longue ». Il essaye donc du coup de s'y conformer et effectivement, ce n'est pas évident. S'il veut vraiment aller au terme de ses objectifs, ça prendra du temps. Et l'Iran qui le défie, l'Iran qui se veut plus forte, terrestre, on l'évoquait ici même sur ce plateau avec vous hier, est une des hypothèses aujourd'hui face au bourbier dans lequel se retrouve Donald Trump. Et bien même sur ce point, l'Iran veut, c'est évidemment de la propagande, se montrer très sereine, très forte, prend même tout cela avec beaucoup d'ironie, voire de la fanfaronnade. Les Américains doivent se préparer à des vagues de drones. Les Américains doivent se préparer à des vagues de missiles supplémentaires. Et si l'ennemi devait débarquer maintenant... Si les troupes terrestres américaines arrivent, la situation s'améliorera et notre guerre deviendra alors un affrontement direct. Je ne suis pas certain qu'ils seront capables d'évacuer les corps des soldats américains de la région. Général, c'est intéressant ce que disent ces officiels. Encore, ils viennent sur notre sol, ils y resteront et les Américains ne les récupéreront pas. Oui, alors c'est toujours bien, comme d'habitude, un peu excessif. En revanche, il y a quand même une part de vérité. C'est-à-dire toute la difficulté à engager la population iranienne, c'est 90 millions d'habitants. Lorsqu'on met bout à bout l'armée, les gardiens de la révolution, etc., les Américains ont face à eux une armée quand même numériquement puissante, avec des capacités. Le plus compliqué dans un débarquement, bien évidemment, ce sont les 48 premières heures, où il faut non seulement tenir une tête de pont, mais ensuite, il faut pouvoir... Là, la question, elle est de savoir, au-delà des annonces de vagues de drones, c'est si le pouvoir iranien est capable d'absorber une augmentation continue des frappes aériennes sur l'ensemble de leurs infrastructures. Parce que, pour l'instant... au-delà des discours, est-ce que les officiels iraniens peuvent tenir un autre type de discours ? Je ne le crois pas. Donc, ne serait-ce que pour rassurer leur population, leur opinion publique, pour essayer de serrer les rangs, comme le font d'ailleurs tous les États qui sont en situation de guerre. On mobilise les figures tutélaires, on oublie un petit peu les partis propres au régime, et puis on explique que l'ennemi va connaître des pertes abominables. Mais pour l'instant, tant qu'il n'y a pas d'opération aéroterrestre, en fait, les frappes aériennes laissent les Iraniens quand même assez en deçà des capacités américaines. Dans ce discours, vous avez raison, il y a la parole officielle qui dit que les Américains viennent et ils y resteront, ils y mourront sur notre sol, relayée par des paroles moins officielles, mais quand même celles des forces spéciales qui, elles aussi, s'amusent beaucoup de la situation. Il y a quelques jours, nous avons appris que le chien blond menaçait de lancer une invasion terrestre. Allez, ça fait des années que nous t'attendons avec impatience. Là encore, parole de propagande, mais ça fait des années qu'on vous attend, les Américains, venez. C'est typique, effectivement, au niveau du combat au sol, ils pourront faire des pertes américaines. Pour le moment, les pertes américaines sont restées très limitées. Mais il faut voir que l'opération terrestre dont on parle, ça sera jamais... J'imagine jamais 150 000 hommes pour conquérir tout l'Iran, qui est immense, etc. Ça c'est pas l'Irak. Alors effectivement, c'est pas du tout la même chose si il y a une opération lancée sur l'île de Karg, qui est au fond du Golfe Persique, qui représente 90% des exportations du pétrole iranien, où effectivement, ça serait frapper le régime iranien à la jugulaire, mais ça serait quand même extrêmement complexe, que par exemple une opération sur les 3 petites îles de la Grande Tombe, la Petite Tombe et Abu Moussa, qui sont littéralement dans le détroit, qui étaient des îles qui appartenaient aux Émirats Arabes Unis, qui avaient été pris par l'Iran du Shah en 1971, où effectivement, on peut imaginer une opération très ponctuelle qui permettrait aux Américains, quitte à les donner ensuite aux Émirats, d'avoir un point et un gage géographique pour de futures négociations dans le Golfe lui-même, dans le détroit lui-même. Vincent. Non, mais attendez Philippe, là on parle du sexe des anges.
D'abord, il faut parler du capacitaire américain aujourd'hui dans le Golfe pour mener ce type d'opération. Ils ont deux unités de Marines sur les deux groupes amphibies. Ça fait 4000 Marines. Donc vous imaginez qu'avec 4000 Marines, vous n'avez pas monté une opération de débarquement spectaculaire pour tenir même l'île de Kesh. Est-ce que ça veut dire que les Iraniens le savent très bien, et que du coup ils en profitent? Bien entendu, parce que les Iraniens du coup ils font de la propagande de toute manière sur une opération qui n'aura pas lieu. Après, c'est toujours la même chose. On est dans la guerre psychologique avec l'image des forces spéciales. Ça rappelle notamment les vidéos de Daesh à l'époque, avant l'exécution donc de leurs prisonniers. Donc c'est essentiellement destiné à faire peur aux Américains et même plus à l'opinion mondiale, mais ça va pas au-delà. Et en ce qui concerne la 82e Airborne, elle sortira jamais sur l'île de Karg, parce que d'abord on ne monte pas d'opération aéroportée sur une île aussi petite. D'abord une chose, et ensuite c'est complètement stupide, puisqu'il suffit de neutraliser les 3 jetés du terminal pétrolier par un bombardement, plutôt que de risquer des centaines de victimes sur l'île de Karg. Alors la propagande iranienne, on vient de la voir avec les forces spéciales, mais elle fonctionne quand même aussi. C'est aussi un des leviers de la puissance iranienne qui aujourd'hui défie Donald Trump, notamment avec cette histoire qu'on va vous raconter ce soir avec Marion Russell. L'histoire de ces rabbins obligés sur le sol israélien d'éviter de faire là aussi une forme de propagande pour éviter de voir des jeunes israéliens enrôlés par l'Iran. Racontez-nous cela. Oui, ce sont des rabbins qui sont plutôt suivis en Israël et qui sont très présents notamment sur les réseaux sociaux et qui sont donc invités par le gouvernement à faire des vidéos pour justement dissuader. On va regarder une vidéo justement assez étonnante d'un rabbin israélien qui l'a postée sur ses réseaux sociaux. Vous allez voir, le discours est bien loin des enseignements de la Torah habituels. Bonjour et bonne santé à vous tous. Ces derniers temps, des responsables de la sécurité m'ont contacté pour me dire que nous, au sein de notre communauté ultra-orthodoxe qui observons les commandements juifs, nous nous exposons à des risques du fait que les Iraniens recherchent des espions. Je vous en supplie, il n'y a pas de plus grande profanation du nom que cela quand on voit un juif observant et respectueux des commandements trahir son peuple. On a bien compris, ce qui inquiète là, c'est l'embrigadement d'habitants d'Israël, israéliens ou étrangers, recrutés par les gardiens de la Révolution, ces agents de l'intérieur. Ensuite, ils peuvent communiquer de précieuses informations. Ça peut être des photographies d'emplacement, du positionnement d'armes. Et souvent, ce recrutement, il se fait en ligne sur des messageries cryptées ou contre parfois beaucoup d'argent. Les gardiens de la Révolution échangent avec quelques informations. Est-ce qu'on sait combien de personnes ont pu succomber à l'appel iranien et est-ce qu'on a quelques-unes de leurs histoires? Alors, il n'y en a pas des centaines, mais ce n'est pas tant à la marge. Selon le New York Times, on parle de plus de 60 affaires, des affaires qui ont été médiatisées. Par exemple, un profil qui a été détaillé, celui d'un homme citoyen américain qui étudie à Jérusalem dans un séminaire ultra-orthodoxe. Il est accusé d'avoir maintenu des contacts avec un agent de renseignement iranien pour nuire à la sécurité de l'État. Il aurait photographié des sites sensibles contre paiement. C'est ce qu'on retrouve dans l'acte d'accusation. D'autres profils qui tirent aussi la sonnette d'alarme, c'est par exemple un soldat de réserve de Jérusalem qui a servi dans l'unité de défense du Dôme de Fer. Vous savez, c'est cette unité qui protège le ciel israélien. Il est accusé d'avoir fourni à son contact iranien l'emplacement de certaines batteries de ce Dôme de Fer et au moins la localisation de 7 bases aériennes. Il aurait aussi fourni des photographies, des vidéos de procédures opérationnelles et le nom d'autres recrues. Forcément, c'est un enjeu de sécurité majeur. Merci beaucoup Marion, cette histoire est quand même assez incroyable. Alors Vincent Crouzet, vous allez me dire, les espions ont tenté de manipuler des gens, de les retourner. C'est pas nouveau, vous connaissez ça par cœur. Mais quand même, ça nous dit là encore, c'est un indicateur d'un savoir-faire iranien, d'une puissance iranienne capable de retourner des Américains vivant en Israël, voire des Israéliens. Alors vous avez raison, c'est pas nouveau. C'est le fait soit des services de renseignement des gardiens de la Révolution islamique, soit du service de renseignement extérieur extrêmement puissant iranien, qui est un petit peu l'aristocratie du renseignement iranien, qui s'appelle la VEVAC. Voilà. Et c'est pas nouveau que les Iraniens utilisent justement cette communauté ultra-orthodoxe à Redim. Il faut se souvenir que sous la présidence d'Ahmadinejad, c'était en 2005 ou en 2006, je crois, Ahmadinejad avait invité donc un groupe de rabbins d'une communauté ultra-orthodoxe, ultra-radicale et ultra-fanatisée à Téhéran, parce que ce sont des ultra-orthodoxes qui même sont révisionnistes, c'est-à-dire qui considèrent que la Shoah n'a jamais existé et qui sont antisionistes, donc qui veulent la fin de l'État d'Israël. Donc ils considèrent en fait que la religion juive, elle s'étend sur l'ensemble du monde et que l'État d'Israël n'a pas existé. Et en plus, c'est une communauté qui est extrêmement stigmatisée
utilisé par les services de sécurité, à juste raison, qui est extrêmement surveillé. Donc ce sont des gens ultra paranoïaques qui considèrent justement l'État profond de l'État d'Israël comme leur ennemi. Et c'est pas du tout, ça fait sens finalement que ces gens-là viennent collaborer d'une certaine manière avec les Iraniens. Mais une nouvelle fois, sont des ultra marginaux tout de même en Israël. C'est une communauté très marginale. La qualité du renseignement que peuvent donner de telles personnes est quand même assez limitée. Alors, ce qui est vrai, il y a eu plusieurs cas de type un peu paumé qui ont été recrutés indirectement pour effectivement prendre des photos, des choses comme ça en échange d'un peu d'argent. Mais si vous voulez, si vous comparez ça d'un côté au travail de pénétration mené depuis des années par le Mossad de l'autre, voilà, mais quand même, c'est la puce et l'éléphant là. Est-ce qu'ils peuvent transmettre des informations intéressantes, stratégiques, aider à repérer des cibles? Alors, un réseau avait été démantelé, un réseau d'observation à vue, notamment d'identification à vue à proximité d'une base aérienne israélienne il y a quelque temps. C'était 2-3 individus. Souvent, ce sont des jeunes qui sont recrutés sur les réseaux sociaux, effectivement, parfois, souvent pour des questions d'ailleurs d'argent, pas simplement idéologique, dans le cas des Haredim, mais pour des questions financières. Mais effectivement, la qualité quand même du contre-espionnage israélien, du Shin Bet, du Shabak, qui est extrêmement présent et qui surveille ces individus et ces communautés marginales, finalement, réduit le danger et la menace pour Israël. Claire, juste avant de vous entendre, je retrouve Bethsabée Salem, la correspondante de LCI TF1 en Israël. Bethsabée, sur ce sujet-là en Israël, on est serein ou il y a quand même un peu d'inquiétude? Ça inquiète surtout les services de sécurité, la police, le Shabak, vous savez, les renseignements intérieurs israéliens. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas des cas anodins, des cas isolés. Il y a un véritable phénomène avec ces dernières années des dizaines d'arrestations par an pour espionnage pour le compte de l'Iran. Alors évidemment, ces espions, ces agents, parfois, ce sont des gens, comme vous l'avez souligné, qui vont juste aller déposer un colis, prendre une photo. Ils sont recrutés donc sur les réseaux sociaux, sur Internet. Ça, c'est ce qui a changé vraiment la donne, puisque ça a permis à l'Iran de recruter vraiment massivement. Et en général, les Israéliens font ça pour l'argent, comme cette affaire que vous aviez évoquée de Ras Cohen, qui était un réserviste qui travaillait pour le Dôme de Fer et qui a été arrêté il y a 3 mois. Et ça fait beaucoup de bruit en Israël. Il faut souligner que pour l'Iran, il y a plusieurs objectifs en recrutant ces Israéliens. Il y a un objectif évident, stratégique, effectivement, prendre des photos de sites protégés qui ne se trouveront pas sur des cartes Google, donner des informations sur peut-être des personnalités, voire fomenter des attentats. Et puis un deuxième objectif moins évident qui est d'ordre psychologique, puisqu'à chaque fois que vous avez ce genre de révélation, eh bien effectivement ça fait un coup à l'opinion publique. Et preuve que le Shabak prend ses affaires d'espionnage très au sérieux, il y a eu plusieurs campagnes de sensibilisation sur les réseaux sociaux et dans les médias pour avertir le plus possible les Israéliens. Merci beaucoup Bethsabée Salem pour toutes ces précisions extrêmement importantes. Claire, c'est pas complètement anecdotique quand on entend Bethsabée. Comme Bethsabée Salem l'indique, effectivement, il y a quand même des dizaines de personnes arrêtées. Je voyais justement dans la presse israélienne que ça a conduit l'administration pénitentiaire à carrément ouvrir une aile dédiée à la prison d'Amon près de Haïfa pour accueillir justement toutes ces personnes poursuivies dans ces affaires. Ça veut dire quand même qu'il y a un nombre conséquent. Ça veut dire aussi qu'il y a une volonté de les isoler des autres détenus. Et puis on peut faire le parallèle finalement avec les méthodes russes. Aller chercher comme ça des personnes, c'est souvent des personnes un peu fragilisées, des personnes qui ont peu de moyens financiers. C'est vraiment comme ça qu'ils arrivent à les capter. C'est exactement ce qui est fait aussi en Ukraine par les services de renseignement russes. Et il y a aussi dans ce pays des dizaines d'arrestations. Souvent, ils sont pris à l'aide de comptes Telegram. Ils ne savent pas forcément pour qui ils vont faire ces photos dans un premier temps, et c'est un engrenage. Vincent, Claire a raison, c'est pas anodin, c'est 55 personnes, je crois, qui ont été arrêtées. Et racontez-nous comment ils sont enrôlés. Qui vient les voir? Comment on les contacte? Alors Claire, comme ça, dire peut-être par télégramme, mais comment ça se passe? Alors ils sont pas enrôlés par des officiers traitants iraniens, parce que les officiers traitants iraniens, ils vont se préserver, ils vont surtout pas aller au contact de ce type d'agents qui sont des agents dits jetables dans le métier, c'est-à-dire que ce sont des faible valeur informationnelle. Très faible, surtout très faible valeur. Ils peuvent être sacrifiés d'un moment à un autre. S'ils les perdent, c'est pas très grave. Mais ce qui est intéressant, c'est que souvent on va démultiplier ce genre de recrues
pour mobiliser le travail du contre-espionnage adverse. C'est-à-dire qu'on va être obligé, donc pour le contre-espionnage israélien, à mobiliser du personnel, des moyens sur ce type d'individus, créant diversion souvent. Et donc cachant une opération beaucoup plus importante, beaucoup plus sensible, se déroulant sur la même zone. Donc on va créer de faux enjeux avec des agents jetables. Et pendant ce temps-là, de vrais espions, de vrais agents de renseignement vont monter des opérations à enjeux importants pour l'Iran notamment. Donc souvent, ce sont des opérations de diversion. Et puis ça permet aussi de tester la capacité, le capacitaire des services de renseignement intérieurs israéliens. Et ça peut peser sur l'état d'esprit, la psychologie en Israël. C'est ce que nous disait Betsabé. Quand ça fait la une des journaux que ces affaires se répètent, on se dit aussi, l'Iran est aussi capable de mener des actions sur notre propre sol. Ça fait partie toujours de ce narratif iranien comme le disait le général, on n'est pas dans une guerre asymétrique, mais dans une guerre dissymétrique. Donc nous aussi, on veut être une puissance, on fera des réponses calibrées, on a les moyens nous aussi de répondre sur le renseignement, et c'est évident de la part de l'Iran au niveau de sa propagande, c'est une manière de répondre à tout ce qui leur est arrivé en matière de pénétration du système par le renseignement israélien. Alors oui, ce sont des agents jetables, exactement comme ceux qui en France avaient peint les croix de David bleues. On parlait clair, tout à fait. Hein. Voilà. Même méthode. Donc c'est un phénomène réel. Alors c'est vrai que on en parle. C'est vrai que ça montre aussi quand même une certaine réalité dysfonctionnante. Bien sûr, on a envie d'avoir des rabbins qui quand même viennent essayer de prêcher la bonne parole. Israélien. Mais là, on parle effectivement des ultra-orthodoxes qui sont parfois antisionistes. Et les ultra-orthodoxes sont quelque chose à part. Alors eux, ils ont toujours refusé l'État d'Israël parce que seul le Messie peut faire l'État d'Israël. Comme le Messie n'est toujours pas là, il n'y a pas d'État d'Israël. Voilà. Donc, mais il faut noter aussi c'est pas un vrai État juif. Qu'il y a ces derniers temps aussi, c'est ça qui a fait surtout la une des journaux en Israël, des réservistes, des militaires aussi qui ont participé à ce type d'opération. Il y a un militaire dernièrement qui a écopé de 5 ans de prison, donc c'est aussi ça qui... Chercher un pont pour aller vers le général. On l'a vu au Liban, notamment avec du trafic de haches et des choses comme ça, de militants qui traficotaient, de militaires qui traficotaient, y compris avec... Très bien, mon général, traficoter le hache. Traficoter, mon général, plus sérieusement, être en capacité, comme le raconte Claire, d'aller chercher quand même des militaires. Évidemment, c'est pas tous les militaires, mais ça nous dit encore quelque chose quand même de cette puissance iranienne aujourd'hui. Alors oui et non. Ce n'est pas parce que on a un uniforme, une fonction particulière, dans certains cas, qu'on n'a pas de fragilité et qu'on peut pas être ciblé. Et ces recherches de renseignements, parce qu'on pense toujours aux espions qui vont chercher le plan secret dans l'armoire forte, etc. Mais tout simplement, si vous faites photographier devant une porte d'entrée de caserne, si vous faites, vous comptez le nombre d'avions qui se posent et le nombre d'avions qui décollent, et tout ça de manière très anecdotique, avec sur des comptes Instagram, 100 $ à celui qui réussira à se faire prendre la photo à l'entrée du site. Eh bien, quand vous collectez tout ça, vous avez une vision périmétrique du site, vous savez, vous êtes capable d'avoir des photos sur entrée, etc. Et pour autant, les gens qui participent à ça, eh bien, ils sont un petit peu entre deux eaux. Donc, c'est très facile, soit par l'hubris, par l'argent, par le narcotrafic, etc., de solliciter les gens en leur demandant des choses qui n'apparaissent pas comme une trahison tout de suite, mais quelque chose de presque anecdotique, sauf que celui qui fait du renseignement, lui, colle les petits morceaux les uns à côté des autres, et du coup, il se construit un dossier d'objectif ou un dossier de ciblage. Vincent, qu'est-ce qu'on sait de la qualité du renseignement iranien et des services de renseignement iraniens ? Il est plutôt très bon parce qu'on estime à 40% la part du personnel diplomatique iranien dans les ambassades qui est dédiée au renseignement. Vous imaginez bien. Donc la somme d'intelligence, je mets ça entre guillemets, l'intelligence c'est dans le domaine du renseignement, donc la somme de personnes qui travaillent dans le renseignement iranien à l'extérieur. Maintenant il y avait une grande tradition, c'était la tradition de la Savak sous le Shah qui était repris par la Vevac, etc. Des gens extrêmement, des agents de renseignement de très très haute qualité. Le renseignement des gardiens de la révolution islamique est un peu plus dégradé parce que idéologisé. Or, on sait que dans un service de renseignement, il faut avoir une focale assez neutre, ce qui n'est pas le cas du côté des gardiens de la révolution islamique. En revanche, ils ont un bras armé, la force Al-Quds, dont on parle beaucoup, qui peut être extrêmement efficace, notamment auprès des proxys, à la fois irakiens, libanais et puis yéménites. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, je pense tout de même que la puissance du renseignement israélien est supérieure
est extrêmement supérieure justement pour les contrer, et notamment en matière de technologie, à travers l'unité notamment 8200 de l'Aman, du service de renseignement militaire israélien, qui est certainement unique au monde en matière de recueil de renseignements. Et on vient d'éclairer cette partie des renseignements. Ces rabbins obligés de prêcher pour éviter les Israéliens d'être enrôlés par les Iraniens. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir aidés à y voir plus clair sur cette question un peu provocatrice ce soir, de savoir si l'Iran était plus forte que Trump. En tout cas, on a vu que c'est nuancé, mais que l'Iran est prêt à répliquer, prêt à s'engager dans une escalade, malheureusement chaque jour un peu plus puissante. On va continuer à suivre tout cela, évidemment, sur LCI.